Bienvenue à la 6e édition de la Semaine de la FAD 2023, comme dirait notre cher ami Martin Perron, qui a fait notre teaser de cette année. Avouez que c'est bon, avouez que ça donne le goût de danser. Je sais que là, vous voyez ma caméra, probablement que vous avez vu mes moves de danse qui sont assez incroyables, on doit se l'avouer. Moi, c'est plate, je ne peux pas vous voir en mode webinaire. J'aurais bien aimé ça, vous voir danser un peu. Bienvenue à ce premier webinaire de la semaine de la FAD. Donc, midi 2, ici, chez moi. D'où que vous soyez, je vous souhaite peut-être un bon appétit si vous êtes au Québec ou ailleurs dans le monde. Dites-nous d'où vous nous regardez en ce moment dans le chat. Ça m'intrigue de savoir s'il y en a qui sont peut-être à l'heure plutôt de l'apéro, du dîner, du souper. Ça m'intéresse de savoir d'où vous êtes en ce moment. Donc, vous voilà tous et toutes salués. Un beau midi en perspective ensemble. Premier, comme je vous disais, webinaire, donc en mode webinaire. C'est une formule un peu différente, hein? À la semaine de la FAD, on a comme ça tous nos panels de discussion sur l'heure du midi vont se vivre de cette façon-là, en mode webinaire, pour donner la chance, l'exposure, en bon français, total à nos panélistes. Euh, sans plus tarder, je vais de ce pas vous présenter notre premier panel, celui du lundi. Puis ça me fait vraiment plaisir d'avoir co-créé ce panel en collaboration avec nos alliés, devrais-je dire, depuis longtemps. Cadre 21, merci de faire partie de notre écosystème éducatif québécois. Toujours un plaisir incroyable de travailler avec vous, en particulier avec mon ami ici même, Maxime Pelchat, qui se fera un bonheur d'animer ce premier panel. On ne met aucune pression, Max. On ne met aucune pression, mais c'est le premier panel de la semaine de la FAD, puis c'est toi qui l'anime. Garde comme Je tu vais, je vais te présenter comme il se doit. Moi, je te connais très bien. On va te mettre en contexte aussi pour que les autres connaissent un peu qui tu es, puis ensuite, je te laisse tout le plancher de danse. Donc, M. Maxime Pelchat œuvrant en éducation depuis le début des années 2000. Il a enseigné les sciences humaines au secondaire dans la région de Québec. Il s'intéresse de près au numérique et à ses impacts, autant dans l'espace scolaire que dans la société en général. Les médias sociaux sont pour lui un outil incontournable au cœur de sa formation continue et le réseautage professionnel lui a permis de collaborer à plusieurs initiatives innovantes en éducation, entre autres avec Fadio, bien sûr. C'est grâce à ce riche réseau qu'il s'est ensuite joint à l'équipe du Cadre 21. À titre de stratège numérique, il contribue au rayonnement du développement professionnel en éducation francophone. Il va contribuer aussi beaucoup au rayonnement de la semaine de la FAD dans ce beau lundi midi. Je vous présente sans plus tarder le panel qui se nomme Rétention des futures personnes enseignantes en formation initiale, quelques constats issus de la recherche. Bon panel à vous tous. Merci de cette présentation, Maxime. C'est un grand bonheur pour moi de lancer là, ce premier webinaire, comme tu dis. Il n'y a pas de pression du tout. Tu n'en as pas mis du tout, Maxime. C'est ça qui est le fun. Mais je suis vraiment content d'être là, surtout que c'est clairement un sujet chaud. Et ça me fait plaisir de pouvoir en discuter avec vous parce que c'est vraiment un peu ça aussi, là. Je pense que dans cette mode webinaire-là, le clavardage est tout indiqué pour pouvoir faire en sorte que ce soit une discussion. J'ai des gens avec qui on va le faire, mais évidemment, je vais jeter un œil très, très, très averti sur tout ce qui va se passer dans le clavardage aussi. Puis si on peut faire déborder de vos questions, de vos commentaires, on va le faire avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, on parle effectivement de rétention des personnes enseignantes dans les écoles parce que c'est un sujet chaud. Clairement, le système québécois vit une certaine forme de pénurie qui a été beaucoup documentée dans les médias dans les derniers mois. Puis déjà, en 2021, on notait que le Conseil supérieur de l'éducation avait identifié certains facteurs relativement à cette pénurie-là. On parlait de multiples départs à la retraite, de décrochage précoce des enseignants, la hausse des effectifs scolaires aussi, puis évidemment le manque d'attrait des programmes de formation initiale à l'enseignement. Et donc, tout ça qui contribue à cette pénurie-là, donc
l'aspect de la rétention du personnel enseignant devient majeur parce que ceux qui sont là, on veut les garder, on veut en prendre soin. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va en discuter avec nos invités tout d'abord ce midi, ici. Euh, Ils ont co-rédigé, ouais, je cherche le bon mot. Mais du moins, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le texte qu'ils ont coécrit qui a été publié sur le réseau EdCan l'automne dernier. Un texte qui s'appelle Rétention du futur personnel enseignant, nécessité d'un accompagnement branché sur les réalités scolaires. Alors, je vous les présente sans plus tarder pour les accueillir avec nous pour la discussion, pour nous en parler. Je vous présente tout d'abord Aline Enyubawe, qui est professeure régulière à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, et chercheuse associée au CRIFPE. Bonjour Aline. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être là. Je vous présente également un collègue d'Aline, Réal Bergeron, professeur titulaire au département d'éducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue également. Bonjour Réal. Oui, bonjour Maxime. Merci d'être avec nous. Et finalement, Geneviève Sirois, qui est professeure en administration scolaire et à l'Université TÉLUQ et chercheuse associée au CRIFPE. Bonjour Geneviève, merci d'être là aussi. Bonjour à tous. Alors, rentrons vivement justement dans le sujet de notre panel d'aujourd'hui pour discuter de ces travaux de recherche que vous avez menés et que vous amenez à publier ces constats-là. Je vais tout d'abord commencer avec Réal, parce qu'on a fait des discussions un petit peu pré-webinaire un peu, puis là, on a identifié des éléments qu'on voudrait mettre en lumière. Alors, cette recherche-là a été justement faite autour du groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants et enseignantes en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec, avec l'acronyme le GRAVE. Réal, est-ce que vous pouvez nous parler de la création de ce groupe et de sa mission? Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. Donc, bon midi et merci d'être là. En fait, le GRAVE, le groupe régional d'acteurs pour la valorisation de la profession enseignante, a été créé parce que l'heure était grave. Alors, nous l'avons appelé GRAVE parce que l'heure est grave. Bon, plus précisément, en fait, la question de la valorisation de la profession enseignante, moi, m'a toujours préoccupé. Et on assiste à l'UQAT, comme dans plusieurs autres universités d'ailleurs, à une décroissance des admissions en formation initiale, notamment l'enseignement secondaire. Puis un bon jour, en fait, c'était à l'automne 2017, j'ai initié une première rencontre avec l'ensemble des directions générales des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Donc, ça s'appelait encore des commissions scolaires. Donc, j'ai lancé comme une sorte de cri du cœur en leur adressant la question suivante. Comment est-ce que dans ce contexte de pénurie, parce qu'en région, la pénurie faisait un peu plus rage que dans les grands centres, mais ça l'a rejoint tout le monde, ça l'a rattrapé tout le monde, on le sait tous, là. Alors, la question, c'est comment pouvons-nous, à l'UQAT, vous aider à valoriser davantage la profession enseignante en contexte de pénurie, puis inversement, comment vous pouvez nous aider à recruter davantage. Donc, c'était la question initiale. Donc, on m'a donné leur aval pour que je puisse rencontrer la table régionale des directions des ressources humaines de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, donc que j'ai rencontré et qui ont tout à fait adhéré à cette idée de travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes. Puis, à un moment donné, on s'est dit, écoutez, oui, on peut travailler ensemble, mais j'ai dit, on ne peut pas faire ça seul, là. Il faut le faire avec le syndicat de l'enseignement, donc le syndicat de l'enseignement de l'Ongava et de l'Abitibi-Témiscamingue, qui s'appelait alors, à l'époque, le CEAT, qui a accepté de se joindre au groupe qui n'était pas encore officiellement créé, là, à une condition, à la condition qu'on puisse se dire les vraies affaires. Alors, moi, j'aime ça quand on se dit les vraies affaires. Alors, j'ai dit, oh oui, on est en business, comme dirait l'autre, on va se dire les vraies affaires. Alors, donc, la création du GRAVE a suivi en février 2018 pour travailler sur la valorisation de la profession enseignante, mais en lien avec des enjeux très importants, les enjeux d'attraction dans la profession, des enjeux de recrutement, des enjeux de rétention des enseignants, des enseignantes, mais aussi des
des étudiants en formation initiale. Par la suite, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le Centre d'études collégiales de Chibougamau se sont greffés au Grave. Donc, c'est dans ce contexte qu'est née la communauté stratégique comme moyen privilégié d'unir en synergie nos forces pour travailler ensemble. Donc, des professeurs d'université, donc de l'UQAT, et maintenant, bon, avec Geneviève qui est à l'Université TÉLUQ, des membres de la direction des ressources humaines, la présidente du syndicat, la direction du Centre d'études collégiales de Chibougamau, puis un représentant du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, je surveille mon temps là, pour ne pas déborder. Il me reste encore quelques minutes. Alors, donc, ce mode de fonctionnement-là, qui était particulièrement novateur dans le contexte difficile et complexe de la pénurie, contribuait finalement à assurer, on voulait que toutes les dimensions de la profession enseignante soient prises en compte dans nos discussions. La formation initiale, le recrutement, les conditions et l'organisation du travail enseignant. Donc, tout ça faisait partie des points de discussion. Donc, la communauté stratégique fonctionnait selon une double structure de gouvernance. Donc, il y a un comité restreint, donc avec tous les partenaires qui sont à la table, qui assuraient la coordination du travail, et un comité consultatif qui proposait les grandes orientations du projet. En fait, pour tout vous dire, c'est une trentaine d'acteurs et d'actrices qui font partie du Grave. Mais vous allez rapidement dire, écoutez, c'est quand même un gros défi de travailler ensemble. En fait, parce que c'est des organisations qui, d'entrée de jeu, ne travaillent pas en concertation nécessairement. Donc, effectivement, ça présentait quand même un certain nombre de défis que de travailler ensemble. Donc, nous avons pris le temps au tout début pour faire un échange au sujet du mode de fonctionnement du groupe, des modes de communication et de prise de décision, créer aussi un espace de dialogue qui permettait à chaque partenaire de présenter ses préoccupations en vue d'une collaboration optimale et que chaque partenaire soit représenté aussi lors des rencontres officielles. Alors, c'est ainsi qu'on a élaboré un plan d'action sur un horizon de 3 à 5 ans où chaque partenaire listait ses priorités organisationnelles, mais qui était concerté avec les 2 autres partenaires. Donc, c'est ainsi qu'on travaille depuis février 2018 ensemble avec un plan d'action qui est solide, des actions très concrètes dont Geneviève et Aline vont nous parler dans quelques instants. Alors, on est bien fiers de cette création qui est le Grave, parce que l'heure est grave. Vraiment intéressant cet acronyme-là qui est très juste. Et fort intéressant aussi de relever ces défis de concertation avec plusieurs intervenants là, pour arriver à trouver ces pistes de solutions justement à cette problématique-là. Et justement, on comprend que le Grave a été créé comme piste de solution à cette problématique de pénurie d'enseignants en Abitibi-Témiscamingue puis au nord du Québec. Et à ce moment-là, qu'en est-il justement de cette pénurie-là dans cette région-là? Parce que c'est quand même assez précis. Alors, Geneviève, est-ce que tu pourrais nous faire un portrait justement de cette pénurie d'enseignants dans cette région de l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec? Avec plaisir. Je vais commencer par faire un petit peu le portrait, l'état des lieux au Québec, puis après ça, les enjeux qui sont particuliers à l'Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec. Donc, tout d'abord, quand on parle de pénurie, je pense qu'il faut d'abord situer de quoi on parle. Les pénuries, ça fait vraiment référence à des concepts qui sont liés au marché du travail. Donc, on parle d'offres et on parle de demande. Donc, une pénurie, c'est lié notamment à l'offre d'enseignants. Donc, l'offre d'enseignants, ça veut dire combien de personnes chaque année sont qualifiées et sont disposées à enseigner. Ça veut dire que donc elles sont prêtes à accepter un poste, un contrat, un remplacement. Donc, ça, c'est l'offre d'enseignants. La demande d'enseignants, c'est le nombre d'enseignants dont on a besoin pour combler les postes, les contrats, les demandes de suppléants. Donc, voilà. Déjà, il faut bien comprendre cette dynamique-là. Une pénurie, ça arrive à quel moment? Lorsqu'il y a un déséquilibre entre cette offre et sa demande. Donc, l'offre est supérieure à la demande. On va avoir un surplus d'enseignants comme on a vécu dans les années 90. Donc, il y avait plus d'enseignants que de postes, ou inversement, si la demande est plus élevée que le nombre d'enseignants disponibles
pour enseigner, on fait face à une situation de pénurie comme celle qu'on vit aujourd'hui. On a l'impression d'en entendre beaucoup parler présentement de la pénurie, mais c'est pas nouveau, la pénurie d'enseignants au Québec. Moi, présentement, j'ai écrit un article, je suis allée retourner dans l'histoire, j'ai retrouvé les premières vagues de pénurie autour de 1800. Donc, c'est justement comme ça qu'il faut le comprendre, c'est des vagues. Donc, pourquoi des vagues? Bien, on va le voir tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs changements sociodémographiques au niveau des politiques qui peuvent venir intervenir et venir influencer justement sur l'offre et la demande. Donc, si on regarde déjà plus proche de nous, en 1964, quand on a créé le système d'éducation publique tel qu'on le connaît aujourd'hui, bien, on avait eu une très forte augmentation du nombre d'élèves à scolariser. Donc, on avait dû recruter massivement des enseignants. Et donc, il y a un grand nombre d'enseignants qui avaient été recrutés en même temps. Et à partir de 1975, les institutions de formation des enseignants avaient continué de former des enseignants, alors que finalement, les postes étaient pas mal comblés. Donc, on a assisté à un surplus d'enseignants jusque dans les années 90. Là, c'était vraiment la période de la précarité. C'était difficile d'obtenir un emploi permanent. Les gens pouvaient passer plusieurs années dans des emplois précaires avec des contrats à temps partiel. Fin des années 90, on assiste à une première vague de départ à la retraite de la première génération d'enseignants qui avait été justement recrutés massivement là, au lendemain de la création du ministère de l'Éducation. Parallèlement au départ à la retraite, il y a une baisse des effectifs scolaires. Donc, on voit là, vraiment les forces en jeu. La pénurie va être comblée. Donc, comme il y a une vague de départ à la retraite, on a une demande d'enseignants croissante, mais comme il y a une diminution des effectifs scolaires, on va arriver à combler les postes avec toute cette masse d'enseignants qui étaient précaires, qui n'avaient pas réussi à obtenir de poste dans les années précédentes. Et au début des années 2000, toutefois, on commence à voir réapparaître des pénuries, vraiment circonscrites cependant dans certains champs. Donc, par exemple, en sciences, en mathématiques, parfois au primaire. On voit aussi une augmentation de la précarité de la profession des enseignants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début des années 2000, les projections du ministère aussi prévoyaient une diminution de 10 % environ des effectifs scolaires entre 2006 et 2021. Si ma mémoire est bonne. Et c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu une diminution, effectivement, jusqu'à environ 2012-2013, mais par la suite, il y a eu une augmentation des effectifs scolaires. Donc ça avait été plus ou moins prévu. Parallèlement à cette augmentation des effectifs scolaires, on a assisté à une diminution, vous en avez parlé tout à l'heure, du nombre d'inscriptions en formation des enseignants et à une attraction de plus en plus faible de la profession. Donc, de plus en plus, là, à partir de 2015, on voit de plus en plus des difficultés pour combler les besoins d'enseignants qualifiés. Donc, et dans les années à venir, ce qu'on prévoit, ce n'est pas nécessairement que ça va s'estomper. Au contraire, c'est très difficile d'avoir des données précises sur les retraites des enseignants dans les années à venir, mais selon certains calculs qu'on a faits, d'ici 2030, il y a vraiment un très, très, très grand nombre d'enseignants qui vont prendre leur retraite et qui devront être remplacés. En plus, la croissance des effectifs scolaires, elle va tendre à se stabiliser d'ici 2030, mais il ne va pas avoir de décroissance assez grande pour permettre de rééquilibrer les choses. Lorsqu'on regarde plus précisément en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec, c'est quoi les caractéristiques du marché de l'emploi? Bien, ce qu'on voit, c'est que c'est une région qui va être particulièrement marquée, justement, par les départs à la retraite. Donc, dans certains centres de services scolaires, ça peut être 40 % du personnel enseignant qui va partir à la retraite d'ici 2030. Alors que présentement, on observe avec les nouvelles mesures que le ministère a mis en place une certaine hausse des inscriptions dans les programmes de formation des enseignants dans plusieurs universités du Québec, à l'UQAT, on stagne. Donc, c'est difficile d'attirer les jeunes vers les programmes de formation des enseignants. Aussi, selon nos calculs, on en perd autour de 40 % entre la première année et la dernière année de leur programme. Donc, ceux qu'on réussit à attirer, il faut réussir à les garder jusqu'à la fin. Donc, c'est une problématique qu'on a en Abitibi et qui est partagée avec la majorité des universités du Québec.
Une autre particularité importante en Abitibi, c'est le contexte du plein emploi et du marché du travail qui est très, très, très concurrentiel. Il faut savoir que c'est une région, qu'on dit région ressources. Il y a des emplois, beaucoup, beaucoup d'emplois disponibles, des emplois très, très, très payants. Donc, on peut facilement, même sans avoir complété son secondaire 5, avoir accès à un emploi dans une mine avec de très bonnes conditions de travail. Donc, c'est encore plus difficile d'attirer les gens vers la profession enseignante lorsqu'on est dans un contexte avec autant d'emplois disponibles, avec d'aussi bonnes conditions. Et ça inclut, là, on a un peu le portrait typique là, du mineur. Non, 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 non. Il y a aussi beaucoup d'emplois pour les femmes en Abitibi-Témiscamingue dans ce domaine-là. Et puis, on le sait qu'on en perd des étudiants qui décident de s'en aller vers les mines. Ensuite, on est une région vraiment vaste. Donc, c'est sûr que plusieurs zones sont éloignées. Il y a un manque criant de suppléants dans les différents centres de services scolaires. Et de plus en plus de postes vacants vont être comblés par des enseignants non légalement qualifiés. Donc, des postes, des contrats, de la suppléance. Donc, le nombre d'enseignants non légalement qualifiés explose dans plusieurs régions du Québec, mais notamment en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a vraiment plusieurs défis pour attirer, recruter et retenir suffisamment d'enseignants pour répondre à tous les besoins des centres de services scolaires de la région. Je pourrais passer la parole à Aline qui va présenter les résultats plus précis de la recherche. Oui, en effet, Aline, dans toute cette réflexion-là que vous avez fait, vous avez comme trouvé des pistes de solutions, dans le fond, qui pourraient aider, notamment l'insertion professionnelle, puis de porter une attention particulière à ça. Pouvez-vous nous donner les principaux constats là, de ces actions-là qui peuvent être mises de l'avant? Merci. Avant de parler des actions, j'aimerais d'abord parler des résultats de notre recherche parce que le GRAV, pour mieux lutter contre les pénuries d'enseignants, on a d'abord fait une recherche afin de baser nos plans d'action sur des données probantes. Alors, la recherche qu'on a fait a été menée sur des acteurs du milieu universitaire, les professeurs, les étudiants, les gens du milieu scolaire, et les syndicalistes, tout le monde s'est exprimé dans cette recherche. Et les constats qu'on avait observés par rapport aux résultats de recherche, c'est vraiment des constats qui viennent corroborer avec les résultats d'autres recherches faites ici au Québec. Alors, on parlait de l'écart entre la théorie et la pratique. Alors, les répondants trouvent que ce qui est enseigné à l'université, des fois, ne concorde pas bien avec la réalité du milieu scolaire, la réalité de la classe. Alors, on dit que les cours sont intéressants, mais qui sont trop théoriques. Alors, on parlait de développer beaucoup plus des habiletés intellectuelles que des compétences professionnelles. Et ça, c'est déjà discuté dans d'autres recherches. Deuxième constat, c'était que nos étudiants diplômés arrivent dans les milieux scolaires avec une gestion déficiente ou lacunaire de classe. Alors, les nouveaux enseignants arrivent avec très peu d'outils pour gérer la classe. Et d'ailleurs, d'autres recherches ont déjà démontré que les enseignants, les débutants vivent un sentiment d'incompétence en gestion de classe et que c'est ça qui est d'ailleurs à l'origine de l'abandon de la profession. Et nos participants aussi l'ont déjà démontré parce qu'on avait aussi des enseignants qui ont décroché. Et l'autre troisième constat, c'est des connaissances insuffisantes en EHDAA, donc les élèves handicapés en difficulté d'adaptation et qui intègrent les classes régulières. Mais nous, à l'université, on forme des enseignants pour des classes ordinaires. Mais aujourd'hui, on sait que tout est mélangé. Alors, les gens du milieu scolaire disaient que les jeunes enseignants arrivent sans beaucoup de connaissances sur la gestion de ces élèves. L'autre constat, c'est qu'il y avait des difficultés à planifier. Les jeunes enseignants ont des difficultés à planifier, à planifier, à évaluer les apprentissages. Alors, la majorité disent qu'il manque de compétences en planification et évaluation des apprentissages. Et d'ailleurs, les milieux scolaires, pour pallier à cette lacune, organisent des formations par les conseils pédagogiques qui vont outiller ces jeunes enseignants pour mieux planifier et évaluer les apprentissages. Alors, l'autre constat, c'était vraiment un retard en technopédagogie. Là, je parle on est en 2018, mais on va vous dire ce que l'UQAT a déjà fait. Alors, ces retards en technopédagogie, c'est le fait que
nos jeunes enseignants arrivent dans les milieux scolaires, les élèves utilisent des iPads, des tableaux blancs interactifs, alors qu'à l'université, quand on les forme, on n'utilise pas nécessairement ces outils. Alors, ils déplorent alors le fait qu'ils ne sont pas mieux préparés pour utiliser ces outils technologiques qui sont présents dans les milieux. Bien évidemment, sur le plan de la recherche, tous les participants reconnaissent que l'université forme mieux pendant la formation pratique. Les stages, c'est vraiment un temps plein pour qu'il y ait un passage de la théorie à la pratique, ou qu'on fasse parler, ou qu'on valorise les acquis sur le plan théorique. Tout le monde dit que les stages, c'est bon, mais là aussi, les directions relevaient les problématiques par rapport à l'encadrement des stages, par rapport aux enseignants associés, qui, des fois, n'encadrent pas mieux certains étudiants. Là, je ne dis pas tous les enseignants associés, mais là aussi, il y a une formation qu'on offre à l'université pour les enseignants associés afin de mieux accompagner ces étudiants. Alors, on reconnaît aussi l'importance d'une base théorique solide, mais souhaite que les travaux qu'on fait à l'université puissent être réutilisés en contexte scolaire. Alors, je vais citer quelqu'un qui dit que l'université pourrait donner un bagage avec plus d'études de cas. Quand on utilise les études de cas, on s'attend à ce que dans le milieu scolaire, des gens puissent revivre les mêmes situations ou des situations semblables et mobiliser les mêmes connaissances. Et on parle aussi que pour la gestion de classe, on pourrait avoir des simulations comme en technique policière. Alors, des simulations de gestion de classe, comme ça, si il arrive dans la vie réelle de la classe, il peut aussi mobiliser les mêmes stratégies de gestion de classe. Il y a aussi le système de mentorat. Et les étudiants demandent à ce qu'il y ait un mentorat, pas ce qu'on fait dans le milieu scolaire, mais que ça commence en formation initiale. Parce que ce que Geneviève vient de dire, aujourd'hui, on prend nos étudiants de première année, de deuxième année, et on les met en classe. Ben, ça a un double effet. Ils peuvent développer des compétences comme ils peuvent décrocher parce que le milieu scolaire, ce n'est pas ce qu'ils anticipaient avant. Donc, ça a il vaut mieux qu'on donne un système de mentorat dès la formation initiale pour les accrocher et les retenir déjà en formation. Et on parle aussi d'adapter les modalités de la formation pour faciliter la conciliation études-travail, suppléance en milieu scolaire. Ça, c'est ce qu'on nous recommande. L'autre recommandation, c'est de mettre en place des classes et laboratoires pour intégrer les savoirs et les mettre en pratique. Je vais citer une personne qui dit une école d'application où nos étudiants pourraient se retrouver avec des vrais élèves de manière intégrée pour que l'université puisse aller enseigner dans cette école et que les enseignants viennent aussi à l'université. Et l'autre qui dit, j'aurais aimé faire des classes laboratoires, je vous supervise, mais vous allez dans les vraies classes, modéliser, donner de la rétroaction. Ça, c'est des choses aussi qu'on nous a recommandées. Alors, là, vous venez de voir qu'est-ce que la recherche nous a montré, qu'est-ce que les gens veulent. Et je vais vous parler alors des solutions qu'on a mises en place ici à l'UQAT en partenariat avec les centres de services et le CEJAT, le syndicat des enseignants, et les quatre font le grave. Alors, l'ICAT a accepté certaines modalités de formation. Par exemple, pour faciliter la conciliation études et suppléances en milieu scolaire, maintenant, il n'y a aucun cours les vendredis afin de laisser les étudiants aller contrer la pénurie qu'on vit dans les milieux scolaires au lieu qu'on amène quelqu'un d'autre qui n'a même aucune connaissance, mais on laisse nos étudiants aller faire la suppléance et en même temps, ils développent aussi des connaissances pratiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà mis en place. Il y a aussi l'offre de formations flexibles et à temps partiel pour faciliter la conciliation études, travail, famille des enseignants non légalement qualifiés qui veulent développer des compétences en enseignement. Sur ça, on a développé d'abord, on a développé des baccalauréats à temps partiel pour les enseignants non légalement qualifiés qui sont au préscolaire et enseignement primaire, qui veulent devenir des enseignants avec un brevet. On a 2 certificats en accompagnement à l'enseignement primaire et secondaire pour les gens qui veulent développer des compétences pour faire des suppléances. Et on a ouvert l'automne dernier une maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire en association avec TELUC. Et TELUC aussi offre une maîtrise qualifiante en éducation préscolaire et enseignement primaire
pour les enseignants qui ont des bacs disciplinaires et qui veulent enseigner et avoir un brevet. Alors, on en a beaucoup dans le milieu scolaire. Alors, ça, c'est des choses qu'on a déjà mis en place. Et aussi, pour parier le problème de retard en technopédagogie, l'UQAT a mis en place un environnement numérique d'apprentissage adapté à l'enseignement en milieu scolaire pour mieux préparer les étudiants à l'usage des technologies numériques en éducation. Alors, les étudiants sont donc mieux préparés. Ça fait un temps qu'on a ça. On l'a à l'UQAT, on a à Val-d'Or, on a à Mont-Laurier. Donc, tous les centres sont équipés et les étudiants et les professeurs reçoivent des formations pour utiliser ces enjeux technologiques. Alors, on a aussi des journées dédiées à la préparation à l'insertion professionnelle qu'on organise dans tous nos campus. Et dans ces journées, on invite les gens du milieu scolaire, les directions des ressources humaines, les responsables des syndicats et les gens du milieu universitaire pour préparer nos étudiants à l'insertion professionnelle. Alors, c'est des rencontres où on leur parle des contrats, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc, toutes les informations qu'on peut leur offrir pour mieux s'intégrer dans le milieu. Alors, on a aussi, moi j'ai participé, c'est un projet que le ministère a financé avec toutes les universités du réseau UQ et j'en fais partie au nom de l'UQAT. Et on a mis en place une plateforme numérique, Transition pour les enseignants en formation. Et cette plateforme numérique qui s'appelle Transforma, on peut aller en ligne, c'est www.transforma.ca. Là, on offre un mentorat à tous les étudiants, UQAT, Chicoutimi, Montréal. Tous les étudiants peuvent avoir un mentorat en ligne et on a des mentors et on demande le rendez-vous comme on demande à l'hôpital. Si c'est urgent, on te prend en urgence, si ça peut prendre, mais tu choisis ton propre accompagnateur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant qu'on a mis en place et qui va bénéficier à l'ensemble des étudiants du Québec. Et dans cette plateforme Transforma aussi, on a des activités de co-développement. Tu as vécu des problèmes de gestion de classe, il y a un co-développement qui parle de gestion de classe. Tu as vécu des difficultés avec relations parents-enseignants, il y a un co-développement sur ça. Donc, il y a toute une panoplie d'informations dans les co-développements. Il y a aussi une bibliothèque virtuelle où que les professeurs d'université, les étudiants qui font des travaux peuvent aller se ressourcer. Alors, tout ça a été mis en place pour accompagner nos étudiants en formation initiale, pour les retenir. Il y a aussi le volet théorie pratique. Ça, c'est aussi abordé, ce qui vient aussi résoudre les difficultés qu'on a vues dans nos constats de recherche. Alors, c'est ça, c'est tout ce qu'on a mis en place pour retenir nos étudiants en formation initiale. Je vous remercie. Puis j'en profite tout de suite, il y a une question dans le clavardage qui me semble fort à propos. C'est Julie qui demande, comme au sujet des mentors, comment ils sont sélectionnés dans cette nouvelle offre-là? Les mentors? Et les mentors, on les a formés. C'est des étudiants qu'on avait recrutés comme nos étudiants assistants de recherche. Et c'est des étudiants qui peuvent être à la maîtrise, et des étudiants qui ont en 4e année, qui ont déjà fait tous les stages. Et ça peut aussi être des enseignants débutants. Donc, c'est des gens qu'on a formés pour faire ça et pour accompagner ces études. Si vous allez sur le site transforma.ca, vous allez voir les noms de ces accompagnateurs. Et s'il y a quelque chose que ces accompagnateurs ne peuvent pas faire, on a des spécialistes, j'en fais partie, nous, on peut aller répondre à ces études. Donc, tous les spécialistes, tous les professeurs qui sont dans le projet peuvent répondre si le mentor n'est pas capable de répondre aux études. Très, très, très intéressant. Ça réagit très positivement là, devant ces initiatives-là, dans le clavardage. Puis j'attrape au vol, on y va vraiment en direct. Il y a Félix qui demande ici, quelle est la réponse des étudiants à ces mesures jusqu'à maintenant, de ce que vous avez vu, là, de ce qui a été mis en place? Mais la réponse des étudiants, les collègues pourraient compléter. Par exemple, nous avons fait, et Réal aussi, des tournées pour informer nos étudiants sur tout ce qu'on a mis en place. Et je pense que le mentorat en ligne, les étudiants ont beaucoup aimé. Puis
aussi la bibliothèque ou les activités de co-développement. Et nous avons déjà organisé des activités de co-développement dans ce cadre, ici à l'UQAT et dans d'autres universités. Je peux peut-être ajouter aussi, Aline, si tu permets, que c'est certain qu'une des mesures qui a vraiment été porteuse là, pour les étudiants, mais aussi pour le milieu scolaire, c'est le fait de dégager les vendredis, de ne pas mettre de cours dans l'horaire, parce que ça permet en même temps aux étudiants de rapidement se frotter au monde scolaire pour faire de la suppléance et déjà faire des contacts avec les gens du milieu scolaire. Donc, ça, c'est très, très apprécié. Et aussi les rencontres d'accueil en début d'année où on reçoit les étudiants tous les étudiants sont invités, mais aussi les gens des milieux scolaires, du syndicat, les profs d'université. Et toute l'espèce de concertation qu'on peut faire entre nous, qui transparaît dans les discours quand on s'adresse aux étudiants, ça, c'est beaucoup, beaucoup apprécié, là, les 5 à 7 aussi. Donc, les étudiants se sentent mieux accompagnés encore. Puis pour compléter aussi avec les certificats qu'on a mis en place, les bacs à temps partiel et les maîtrises qualifiantes, les étudiants nous font un feedback pour dire merci d'avoir pensé à nous parce qu'on voudrait avoir le brevet, on voudrait être qualifié, même si on est suppléant, on veut avoir des compétences. Ça, c'est des rétroactions que les étudiants nous envoient dans nos courriers en tant que responsables du programme. Et Réal, je sais qu'il a déjà vu quand on les accueille, on reçoit une rétroaction positive. Oui, en fait, pour compléter l'information, c'est qu'on a démarré le bac à temps partiel, le BPEP à temps partiel, bac éducation préscolaire, enseignement primaire à temps partiel dans tous les centres de services de l'Abitibi-Témiscamingue, donc Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, Témiscamingue, Lassar, et aussi dans la région de Maniwaki. Alors donc, on a des étudiants maintenant qui cheminent, qui concilient le travail et les études dans ces centres de services scolaires et qui sont très, très contents de l'offre de formation parce que nous nous déplaçons dans les centres pour offrir la formation aussi, qui est à temps partiel. Vraiment intéressant tout ça. Et puis pour lancer la discussion vers comme pour l'enrichir d'un autre angle, ben, on va accueillir 2 autres invités qui vont venir se joindre à nous pendant que les questions, les commentaires continuent dans le clavardage. Puis j'invite nos panélistes à y jeter un coup d'œil aussi. Alors, on accueille Lauriane Lachance et Andréane Jelly, qui sont des jeunes recrues sur le terrain, hein, qui sont là qui vivent en partie des éléments que vous avez bien exprimés, bien présentés. Je vous demanderais peut-être de nous en dire un petit peu sur votre court cheminement, puis où est-ce que vous en êtes en ce moment, Andréane et Lauriane. Je vais commencer avec toi, Andréane. Peux-tu nous dire comme le parcours que tu as fait en formation initiale, puis où est-ce que tu es rendu en ce moment? Bonjour, comme vous avez dit, moi c'est Andréane. Moi j'ai étudié à l'Université Laval, donc j'ai fait mon bac en 4 ans. À l'Université Laval. J'habite à Québec, puis je suis engagée à la commission scolaire de la capitale depuis maintenant 3 ans. À la fin de mon stage 4, ça fait presque 4 ans, mais j'ai fini mon bac en 2020. Donc, ça fait 3 ans officiellement que je suis dans le milieu scolaire. J'ai eu, dans le fond, depuis ce temps-là, j'ai des contrats à temps partagé et j'ai eu une classe aussi de janvier à juin suite à ma première année, dans le fond, tout de suite après ma sortie de l'université. Donc, c'est pas mal ça mon parcours depuis le début, mais en ce moment, j'enseigne depuis 2 ans dans la même école à temps partagé. Donc, voilà. Super, merci Andréane. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec nous. Lauriane, de ton côté? Oui, allô. Moi, j'ai eu la chance de faire mon bac avec Andréane. Donc, j'ai fait mon bac en 4 ans. Puis, je viens de Québec, moi aussi. Là, donc, j'ai été engagée à la fin de mon stage 4 en décembre 2019 dans la commission scolaire des premières seigneuries. Puis, avant même la fin du bac, là, en janvier 2020, on me proposait un contrat dans l'école où j'ai fait mon stage et où je travaille encore aujourd'hui.
Puis, j'ai eu la chance de poursuivre ce contrat-là malgré l'arrivée de la COVID. Puis, depuis, je fais des partages de tâches par-ci, par-là, puis toujours à l'école où je suis présentement. Puis, en début d'année, j'ai eu la chance d'avoir ma classe, étant donné qu'une enseignante est tombée enceinte. Donc, elle est partie en retrait préventif et moi, j'ai ma classe depuis début octobre. Donc, voilà. Vraiment des parcours qu'on entend bien parler là, de ces années-ci là, sur le terrain. Nos panélistes sont fort occupés et devront nous quitter vers les 50. Fait que je veux profiter du temps qu'ils sont là avec nous avant qu'ils partent justement donner une charge de cours nécessaire de ce côté-là. Quand vous les avez écoutés tout à l'heure présenter, dans le fond, d'une part les constats, mais d'une autre part des pistes de solutions concrètes qui ont été mises en place, qu'est-ce qui vous a accroché tout de suite? Qu'est-ce que vous auriez le goût de réagir tout de suite, là, puis de profiter de leur présence aussi là, pour réagir de ce côté-là? Andréane? Ben, en fait, moi, ce qui m'a le plus interpellée, puis ce que je trouve vraiment vrai, puis ce que moi, j'ai vécu, c'est la différence entre les études, la théorie, surtout la première année d'université et ce qu'on vit réellement depuis qu'on est en classe. Moi, je ne vous cacherai pas que je voulais être enseignante depuis longtemps, puis c'est ça qui m'a gardée, mais la première année a été super difficile parce qu'elle était très, très théorique et on voyait peu le lien avec ce qu'on voulait faire comme emploi futur. Donc ça a été comme un premier défi, puis on a constaté, surtout dans notre cohorte, puis là je parle pour moi et ma collègue, puisqu'on l'a fait ensemble, mais on a constaté qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sont partis à ce moment-là. On était plus de 200 au départ, puis rapidement on est tombé sous la barre du 150 étudiants, là, donc à avoir terminé à notre année. Beaucoup de théorie, beaucoup d'enseignement avec un élève moyen, si je peux dire comme ça. On parlait de l'élève type, mais peu de l'élève qui avait beaucoup de difficultés d'apprentissage ou de difficultés de comportement, ou à l'inverse, les élèves qui avaient de la douance, qui sont excessivement forts, mais qu'on doit comme pallier à tout ça parce qu'on va avoir un peu de tout dans nos classes. Puis la même chose avec l'inclusion scolaire. On est pour l'inclusion scolaire, on veut les inclure, mais comme on n'est pas outillé pour ça, fait que ça, c'est ce qui m'a vraiment accroché. Fait que je ne sais pas si Lauriane a veut rajouter là-dedans, mais comme moi, c'est ce qui m'a le plus interpellée sur les études. Là. Désolée pour la cloche. Oui, Lauriane, de ton côté? J'irais dans le même sens aussi qu'Andréane. Moi aussi, c'est beaucoup quelque chose qui m'a interpellée. Puis, aussi, justement, les élèves, là, EHDAA, là, c'est pas toujours évident. Là, puis, on se rend compte que oui, il y a de la pénurie d'enseignants en classe, mais je trouve que pour ma part, là, à l'école ici, là, je vis une situation très particulière où est-ce qu'on aurait besoin de 5 TES, puis il y a seulement 2 postes de TES de combler, ce qui fait que j'ai des élèves à besoin très particuliers dans ma classe en ce moment qui n'ont pas les heures TES qu'ils devraient avoir. Donc là, c'est moi qui dois pallier à ça, mais en continuant à enseigner à 24 petits êtres humains. Donc, ça, moi, je trouve que l'université ne nous a pas du tout préparé à ça. Je trouve vraiment qu'on est chanceux d'avoir des collègues en or autour de nous pour nous accompagner là-dedans parce que, sincèrement, sincèrement, je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Une chance qu'on est entouré d'enseignants qui veulent s'entraider et qui ont de l'expérience parce que l'université ne m'a pas du tout préparé à ça. Domino avec la pénurie de professionnels aussi. Je vois que Réal lève la main pour réagir à ça. Oui, en fait, ce que je voulais dire à Andréane puis à Lauriane, là, vous avez tout à fait raison, premièrement. Parce que lorsqu'on a réuni, la première fois, je me souviens, là, en 2018, au tout début de mars 2018, quand on a réuni les acteurs et les actrices du GRAV, là, on était autour d'une trentaine autour de la table, là, et la première chose qu'ils ont dite, c'est ça justement, c'est que comment faire que cette première année soit un succès pour nos étudiants et qu'on puisse ne pas leur donner tous les cours théoriques là, concentrés dans la même année ou à peu près. En fait, ce qu'il nous disait, c'est que maintenant, les bacs, en lien avec la réalité scolaire, les bacs devraient être des bacs qui conjuguent l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et presque l'adaptation scolaire et l'orthopédagogie. Idéalement, là, si on avait tout ça, là, on serait en business pour répondre aux besoins. Mais évidemment, ce sont tous des bacs différents, évidemment.
Mais je pense que, en tout cas, nous, on travaille là, dans la réforme de nos programmes avec le nouveau référentiel de compétences. Là, on travaille vraiment à améliorer cet élément-là. Puis, année après année, là, j'ai vu ça dans le chat tout à l'heure, là, qu'il y a quelqu'un qui disait je pensais que ça avait changé depuis 20 ans. Mais non. Je vois que Geneviève veut réagir également. Vas-y, Geneviève. Ben, je vais peut-être laisser Andréane, comme ils doivent quitter. Oui, ben, moi, je peux rester jusqu'à 13 heures sans problème, mais en fait, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir toucher à des cours qui étaient de maîtrise du DESS en adaptation scolaire. Ça a été des cours super signifiants pour moi. J'ai eu la chance de changer mes cours à option pour ces cours-là. Puis, c'est ça, on disait là, que c'est comme l'ensemble de tous les bacs. De toutes les formations différentes, mais des cours de difficulté d'apprentissage en mathématiques, difficulté d'apprentissage en français qui sont signifiants, même si on ne veut pas devenir nécessairement orthopédagogue ou qu'on ne veut pas enseigner en adaptation scolaire. On a tous ces cas-là dans nos classes, puis je me sens plus outillée. Et là, encore là, c'est très léger parce que j'ai juste ces 2 cours-là, mais j'aimerais ça poursuivre, mais je me sens un petit peu plus outillée pour accompagner ces élèves-là qui sont dans nos classes régulières. Là. Geneviève? Moi, j'ai envie de dire 2 choses. Premièrement, vous avez mis le doigt justement sur cette fameuse première année. Lorsqu'on décortiquait un peu les statistiques sur l'abandon pendant la formation. Hein, on a 4 ans, mais nous, on a pu identifier que 50% des étudiants qui abandonnaient allaient abandonner au terme de la première année. Il y a, oui, la théorie, mais il y a aussi, je ne vais l'appeler comme ça, le choc du premier stage. Des fois, les personnes arrivent en formation peut-être avec une image idéalisée du milieu. Le premier stage peut être décevant. Donc, moi aussi, une des pistes de solution que je voyais, c'est de permettre un peu d'accéder à la classe avant, peut-être pour les étudiants du cégep, avant de faire son choix. Hein? Moi j'ai un garçon qui s'intéressait à l'AFP, puis on organisait des journées là, où il pouvait aller étudier en FP, voir le métier, etc. Donc, moi, une de mes suggestions, c'était aussi d'organiser ça pour attirer les jeunes vers la profession. Dans notre sondage, on a interrogé les étudiants du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour leur demander combien d'entre eux avaient décidé d'aller vers l'enseignement ou y avaient réfléchi et n'avaient pas encore pris leur décision ou avaient vraiment décidé de ne pas s'orienter vers l'enseignement. C'était 2/3 des répondants soit avaient choisi d'aller vers l'enseignement ou y avaient déjà pensé. Donc, pour nous, là, il y avait quelque chose. Ils y ont déjà pensé, ils n'ont pas encore pris leur décision. Il faut aller réussir à aller tirer le fil. Il faut les amener et puis vers la profession. Et puis, il y a peu de choses qui se font présentement. Oui, il y a des salons, etc., mais je pense qu'il faut être innovant. Sinon, dans le chat, il y avait quelqu'un qui parlait de rétention, bon, au-delà des départs à la retraite. Moi, c'est sûr que ça m'interpelle par rapport à ce que nos 2 invités ont dit. La principale cause de départ, c'est la lourdeur de la charge de travail en classe. Et cette lourdeur-là dans les entrevues, qu'est-ce qui revient? C'est vraiment l'intégration. Je pense que ce que vous avez mis le doigt encore une fois sur quelque chose qui est tout à fait réel. Il faut mettre, toutefois, je voulais mettre quelque chose en perspective. Nous, les universités, hein, on ne décide pas comme ça quoi mettre dans nos programmes de formation des enseignants. Ça vient du ministère et je pense qu'il y a vraiment un leadership du ministère qui doit être pris à cet effet-là. Toutefois, dans la seconde question, on parle beaucoup là, présentement de donner des brevets à des personnes sans formation initiale. Mais je pense qu'il faut faire attention. Je ne suis pas contre la formation accélérée, mais je pense qu'il faut faire attention à ce sentiment d'urgence qui peut nous amener à faire des transformations avec lesquelles on va être prise pendant des années, qui peuvent avoir des impacts beaucoup plus larges sur la valorisation de la profession enseignante. Par exemple, si on commence à donner des brevets à des personnes qui ont 1 an de formation, qui va vraiment aller faire une formation de 4 ans en enseignement? Imaginez l'impact à long terme. Donc, je pense qu'il faut y réfléchir, s'arrêter, réfléchir et puis voir les impacts à court, moyen et long terme que ça peut avoir. Donc, voilà. Lauriane, faut que tu quittes, faut que tu t'en ailles avec tes élèves. Oui, je m'excuse, je dois vous quitter. Là. Mes élèves vont rentrer dans 30 secondes. Ils me regardent dans la porte comme ça pour rentrer. Donc, je voulais juste dire merci puis un bon après-midi. Merci, Lauriane. Bye-bye. Merci.
Oui, Aline, tu levais la main pour réagir aussi? Oui, oui, oui. J'aimerais parler par rapport à ce que Geneviève disait, mais en fait, nous, à l'université, on essaie de tout mettre en place. Mais comme Réal l'a dit, il y a un bac en adaptation scolaire, il y a un bac en orthopédagogie, il y a un bac en enseignement. Alors, nous, ce qui arrive, on a beau, c'est vrai, moi je reviens à ce que j'ai dit, oui, il y aura toujours la théorie à l'université, et quand on parle de former des gens compétents, la compétence, c'est un agir fondé sur des ressources. Et ces ressources, ce sont ces connaissances théoriques, ces connaissances, les savoir-être, les savoir-faire, les savoirs tous les savoirs qu'on enseigne à l'université. Le problème qui arrive, il faut la responsabilité du ministère, mais aussi la responsabilité des milieux scolaires. Aujourd'hui, nous, on forme quelqu'un pour enseigner les maths, mais il se retrouve à enseigner la musique ou le français. Combien de gens qui ont appris à enseigner l'histoire et qui enseignent le français ou l'art dramatique, je ne sais pas. Mais quand le milieu aujourd'hui décide d'embaucher quelqu'un en dehors de son champ de formation, il le pousse à la sortie. Et on a un article qu'on vient de rédiger avec Réal et Geneviève qui parle des conditions d'insertion. Quand vous faites dévier quelqu'un de son champ disciplinaire, vous le poussez à la porte parce que d'abord, il est embauché à la dernière minute et puis il se retrouve avec des élèves en difficulté d'adaptation en classe et une classe ordinaire et il enseigne une matière qu'il ne maîtrise même pas. Les gens qui décrochent en dehors des retraites, c'est à cause des conditions d'insertion difficiles et d'un manque d'accompagnement. Et c'est tout un article, on pourra revenir pour en parler, mais je ne voulais pas dévier de ce qu'on parlait. Mais à l'université, on fait tous les efforts, mais on forme pour les classes ordinaires et le ministère devrait payer les orthopédagogues, les techniciens pour accompagner les enseignants en classe afin d'aider. Parce que dans ce qu'on a mis dans l'article, c'est que les enseignants vont se préoccuper des élèves en difficulté ou qui ont des interventions à faire, alors que les élèves doués sont en train d'être perdus, alors que les élèves moyens sont en train d'être perdus. Alors, qu'on cesse de tout mettre sur la peau des enseignants, qu'on leur donne des soutiens en classe pour que les enseignants puissent s'occuper de l'élève moyen, de l'élève doué, de l'élève faible et de cet élève en difficulté, mais à côté d'un TES ou d'un orthopédagogue en classe. Alors, nous, on ne pourra pas offrir 3 bacs en un. Là aussi, on réduirait l'ensemble des compétences qu'on vise à développer chez nos étudiants. Et pour terminer, le nouveau référentiel des compétences de 2020 que le ministère vient de mettre en place précise bien que les niveaux d'acquisition des compétences, ce n'est pas à la fin de l'université, c'est dans le milieu scolaire. La gestion de classe, c'est avec la pratique qu'on développe la compétence en gestion de classe. C'est avec la pratique qu'on parvient à mieux planifier en fonction des élèves, à mieux évaluer les élèves. Donc, tout ne peut pas être... toutes les solutions ne résident pas à l'université. Il faut que les milieux et le ministère puissent aussi y contribuer. Oui, puis en lien avec les éléments que vous avez soulevés, Aline, je vois le commentaire de Marie-Josée dans le clavardage qui dit que l'enseignant est lui-même en difficulté d'adaptation quand on l'embauche hors de son champ de compétences. Puis je fais le lien avec un petit peu plus haut, il y avait Julie Durand qui posait la question, vous êtes-vous penché sur l'influence du leadership et de la formation continue des directions d'école sur la rétention du personnel enseignant? Peut-être un élément qui n'a pas été spécifié à proprement dit, mais que peut-être indirectement on y vient à y toucher un peu là, dans les différents constats que vous avez faits. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à cette question-là de Julie? Oui, on l'a déjà souligné dans l'autre article sur les conditions d'insertion, et j'en ai parlé dans ma thèse aussi, dans tous mes articles. Un milieu scolaire où le leadership de la direction est accueillant, une direction accueillante, une direction qui rencontre la nouvelle recrue, qui lui dit les attentes et qui lui dit « je viendrai te voir », qui revient donner des feedbacks positifs et qui instaure un climat de collaboration, de collégialité entre enseignants et qui accompagne la socialisation organisationnelle des nouvelles recrues. C'est une direction qui va retenir ces enseignants, autant pour les enseignants débutants que les enseignants formés à l'étranger, immigrants. Donc, le leadership de la direction joue un rôle important dans la rétention. Et d'ailleurs, dans notre article, on précise que les enseignants qui avaient abandonné, décroché, disent qu'ils ont abandonné parce que la direction les a arrachés. Donc, beaucoup plus, ça revient sur les directions
Parce que quand la direction est là, comprend qu'il y a des difficultés, accompagne, soutient, oriente vers le développement professionnel, bien évidemment, l'enseignant voit qu'il n'est pas seul, il n'est pas laissé à son compte, l'enseignant va rester. Mais quand la direction est absente, là, ça se comprend que ça donne l'effet contraire. Je parlais d'effet domino tantôt avec les professionnels. On souligne aussi que les directions sont aussi en surcharge de travail aussi de leur côté. Mais là, Andréane, tu levais la main pour réagir tout à l'heure. Qu'est-ce qui te venait à l'esprit? En fait, c'est sur la formation continue. Je pense que ça dépend aussi de l'intérêt de l'enseignant, puis ça prend énormément de temps. La gestion des plans d'intervention, la gestion de tous ces élèves-là, le manque de TES, comme on disait tout à l'heure, et le manque de budget, parce que des fois, ce n'est pas juste qu'on n'en trouve pas, mais on n'a pas nécessairement le budget supplémentaire pour avoir des TES qui accompagnent des élèves qui sont en difficulté. Bien, toute cette gestion-là qui est à faire à l'extérieur de la classe rend la formation continue beaucoup plus difficile. Des fois, les directions sont bien intentionnées, veulent nous mettre des formations ou proposent des formations sur des journées pédagogiques, mais remplir les plans d'intervention, la correction, la planification, prend énormément de temps. Donc, si on veut faire la formation continue, si on veut s'outiller nous-mêmes, il faut aller sur nos heures de temps de personnel, à la limite, les soirs et les fins de semaine. Donc, je pense que ça va, puis des fois, on a des vies familiales aussi à comme conjuguer avec tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui est difficile actuellement, c'est qu'on voudrait être formé, on voudrait continuer notre formation continue, mais le temps manque. Absolument. Puis là, tu rentres dans ma zone de travail au quotidien, au cadre 21, au sujet de la formation continue, puis le temps qui est nécessaire justement pour bien la vivre, pour bien l'intégrer dans sa pratique et peut-être pas justement en mode parascolaire tant que ça, comme tu le soulèves, Andréane. Le temps file vraiment, puis je vois que dans le clavardage, il y a beaucoup de choses qui sont partagées. À aller lire de ce côté-là. Fait que je vais y aller un peu pour un mot de la fin en vous incitant à aller justement peut-être lire et partager c'est l'article qui avait été publié cet automne à ce sujet-là, puis de voir les autres là, qui viennent aussi, ça a été soulevé. Allez jeter un coup d'œil du côté de transforma.ca aussi là, pour voir le modèle qui est proposé. Puis c'est Geneviève qui me soulignait également qu'au prochain sommet du numérique, il y aura juste à côté le colloque international en éducation et qu'il y a un symposium qui s'intitule S'insérer dans l'enseignement, l'insertion professionnelle. Hein, c'est le thème 2 là, qui est proposé. Vous irez jeter un coup d'œil de ce côté-là pour continuer justement les réflexions, les discussions à ce sujet-là. Fait qu'un thème très, très, très intéressant qui est vraiment là, transversal dans tout notre réseau. Merci beaucoup à mes panélistes invités, Aline, Réal, Geneviève, merci beaucoup. Merci Andréane d'avoir pris du temps dans ta journée pour te joindre à la conversation. Et je vais repasser la parole à mon ami Maxime Laflamme. Merci beaucoup, Maxime Pelchat, pour ce très, très bon panel de discussion, très, très, très enrichissant. 12h59, on a quelques petites minutes, là, si vous voulez extensionner. Là, je vois qu'il y a encore 70 personnes avec nous, là, parce que, comme une petite surprise, là, il y a ma bonne amie Laurie Couture, hein, qui travaille à l'École branchée, que vous connaissez peut-être, qui est une sketch-noteuse professionnelle, on va l'appeler comme ça. Puis pendant qu'elle écoute les panels, les conférences, elle aime beaucoup faire des croquis-notes. Donc, regardez ça, mesdames et messieurs. L'œuvre de Laurie Couture qu'on a en primeur. Ça sera tantôt affiché sur les réseaux sociaux de l'École branchée et de Fadio, mais en primeur, regardez ça, les notes qu'elle a prises. Donc, Laurie, elle adore rendre sa pensée visible pour mieux intégrer l'information. Voilà, c'est magnifique. Donc, la rétention des futurs enseignants. Ça va passer super vite à l'écran, là, mais ça sera disponible tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Allez suivre sur Twitter l'École branchée et allez suivre sur Twitter Fadio également. Vous pourrez ensuite avoir accès à ce croquis-note-là. Laurie va en faire d'autres pendant la semaine. Je la remercie beaucoup. Et Laurie également, je te fais un petit peu de pub, tant qu'à y être. Elle va donner un atelier sur le croquis-note demain. Donc, vous pourrez assister à ça, puis prendre tous ces trucs et astuces. Avant de vous quitter, j'en profite encore une fois pour vous remercier d'avoir été là parmi nous, d'avoir passé votre heure du lunch avec Maxime Pelchat et nos 5 panélistes invités. Ça fut très, très agréable. Je vous invite de ce pas, juste avant, à aller, ça passerait un petit peu vite, là, mais à aller évaluer
le panel finalement. Hein. Vous avez accès à un Google Forms, donc c'est toujours le même Google Forms. Du jour 1 jusqu'au jour 5 de la semaine de la FAD. Les 23 activités sont à l'intérieur. Vous pouvez le remplir au fur et à mesure, nous l'envoyer seulement à la fin si vous le voulez. Gardez cette URL-là pas loin dans vos favoris. Vous pouvez le remplir comme ça à chaque fois que vous assistez à une activité. Allez également réclamer votre badge gracieuseté de cadre 21. Quand vous participez à plus de 3 activités, vous pouvez comme ça avoir un badge de développement professionnel pour intégrer dans votre portfolio professionnel. Un grand merci à Cadre 21, bien sûr, pour l'animation de ce panel. Partenaire formidable pour nous chez Fadio. Je remercie également l'ensemble des partenaires que vous voyez à l'écran. Merci spécial au ministère de l'Éducation pour le financement et de rendre cette activité qu'est la semaine de la FAD gratuite à tous et à toutes. Avant de vous quitter, je vous invite déjà à notre cocktail de fermeture vendredi 24 février, 14h. Petite coupe de rosé en main peut-être, beaucoup de prix à gagner. C'est une invitation. Si vous n'êtes pas déjà inscrit au cocktail de clôture, il n'est jamais trop tard pour aller remplir le formulaire et vous joindre à nous ce vendredi. Merci encore. On se revoit à 14h.